Raola Libre, le média indépendant du pays niçois. Bien, retour donc à l'histoire du comté de Nice. Aujourd'hui une quatrième leçon. Nous avions laissé Nice entre les mains de la Savoie, entre les mains de la dynastie d'Anjou. Et puissante donc dynastie méditerranéenne, faut-il le rappeler, puissance plus que régionale, grande puissance du Moyen-Âge, présente en Italie du Sud, au royaume de Naples dont il sera question, et présente également donc en Anjou et en Provence. Alors cette leçon 4 porte sur Nice au bas Moyen-Âge, expression un petit peu surannée que les médiévistes n'aiment plus trop, mais moi j'aime bien ce qui est un petit peu suranné, de la sécession provençale à l'ancrage en Savoie, c'est-à-dire la période de 1381 à 1504 qui marque les vrais débuts. On aurait pu remonter à quelques années auparavant lorsque la Savoie est rançonnée, enfin les vrais gros démêlés sérieux de la Savoie avec la puissance dont le destin va intéresser le plus le comté de Nice dans les années et dans les siècles qui suivront, c'est-à-dire bien sûr la France. Donc période 1380-1504 marquée, et on va commencer là-dessus, et c'est là-dessus je vous rassure qu'on va passer le plus de temps, par la question donc de la dédition de Nice à la Savoie. Alors je vous ferai remarquer que il y a une bibliographie abondante quand même sur la question, notamment dans les ouvrages généraux, et puis il y avait un colloque, alors un petit peu daté maintenant puisqu'il remonte à 1990, à la Sorbonne, que l'on peut trouver, bien sûr, publié par l'Université de la Sorbonne, 1388, la dédition de Nice à la Savoie, qui est un ouvrage collectif de recherche historique un peu aride, mais extrêmement précis, bien sûr, avec différentes contributions de spécialistes sur cette question de d'édition de Nice à la Savoie. Alors, justement, on va commencer, on va structurer notre exposé en deux grandes parties. La première partie porte justement sur le passage de la Provence à la Savoie, et puis après on verra comment Nice, dans le cadre de cette Savoie, va commencer sa nouvelle existence dans le giron d'un nouvel État sous l'égide d'une nouvelle puissance. Alors, de la Provence à la Savoie, alors il faut bien comprendre que cette histoire, cette affaire de dédition de Nice à la Savoie, on peut se poser la question de savoir si au fond c'est un événement purement accidentel de l'histoire, c'est un accident de l'histoire, ou est-ce qu'au fond il s'agit d'un événement, d'une série, d'un enchaînement logique d'événements qui ont mené Nice à sortir du giron de la Provence. Est-ce qu'on peut se demander s'il y a eu une sorte de lassitude, c'est une sorte de rejet des Niçois pour la Provence? On va essayer de répondre à cette question dans le cours de cette première partie. Alors, tout d'abord, on va poser le décor, et ça va être assez long parce que c'est assez complexe, même si on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est beaucoup trop complexe, de la guerre civile provençale, puisque c'est au cours d'une guerre civile entre deux parties, une guerre de succession, que le pays niçois va être amené à quitter le giron provençal, le giron donc angevin, puisque la Provence est angevine, après avoir été barcelonaise, et même, il fut un temps, comme on l'avait dit précédemment, bourguignonne. Je rappelle que nous sommes à une époque où il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas, au sens moderne du terme en tout cas, il n'y a pas l'idée des souverainetés de la nation, et même pas balbutiante, et les peuples sont les ballottés entre les différentes dynasties. Les jeux dynastiques, les jeux d'alliance, qui se font en principe par mariage ou par la guerre, permettent parfois à des dynasties lointaines, comme ça a été le cas de Barcelone, de la Bourgogne, de l'Anjou, de se saisir de certains territoires, en l'occurrence de la Provence. Alors cette guerre civile provençale, c'est l'impossible succession d'un personnage qui est tout à fait considérable, qui est la reine Jeanne. Alors la reine Jeanne, c'est un personnage un petit peu mythique, parce que déjà c'est un personnage de femme, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se distinguent par leur importance, notamment politique, dans cette période du Moyen-Âge, cette période d'hommes, bien évidemment. Alors on a quelques reines quand même, on a quelques personnages, on pense à Aliénor d'Aquitaine par exemple, et on pense bien sûr à la reine Jeanne. Alors qui est la reine Jeanne? C'est la fille de Marie de Valois, qui est la sœur de Philippe VI, roi de France, et de Charles de Calabre. Mais elle est surtout, puisque Charles de Calabre mourra assez vite, elle est la petite fille d'un personnage important qui est le roi Robert d'Anjou. Alors en Anjou, l'Anjou n'est pas un royaume, mais l'Anjou possède Naples, qui lui est un royaume. Donc les Angevins sont donc rois de Naples. Ils sont avant tout seigneurs d'Anjou, mais aussi rois de Naples. Et ce roi Robert d'Anjou est un personnage important, et c'est par Robert d'Anjou
donc son grand-père, qu'elle va hériter justement dans la date m'échappe là précisément, mais qu'elle va hériter à la mort de Robert d'Anjou, donc du royaume de Naples. Le problème, c'est que tout le monde veut succéder à la reine Jeanne, qui est infertile. Et la descendance de la famille d'Anjou, c'est quelque chose de complexe. On a 3 frères qui se posent en successeurs potentiels et qui veulent tous épouser en fait la fameuse reine Jeanne. Et ces 3 frères représentent 3 partis différents. Alors on a le parti des Anjou-Hongrie. Alors là aussi fascinante plasticité de ces monarchies médiévales où on a des Anjou qui se retrouvent avec la famille de Hongrie. Et c'est ce premier parti que la reine Jeanne va être conduite à épouser son corps défendant, puisque elle va l'épouser dès l'âge de 8 ans. Une femme n'est pas destinée à l'époque à devenir un véritable souverain et à régner de façon pérenne sur un royaume. Donc alors même qu'elle n'a que 8 ans, on se pose les questions de la succession, bien sûr, du royaume de Naples. Donc elle épouse André, qui a lui aussi 8 ans. Sur l'ordre, bien sûr, du grand-père, qui est le chef de famille, le chef du clan, hein, le parrain, le roi Robert d'Anjou et de Naples. Et donc, elle est dans un premier temps dans le giron de cette famille des Anjou-Hongrie. Alors, ça va pas forcément bien se passer, puisque André va être assassiné, et on suspecte fortement la reine Jeanne, sans doute par volonté d'indépendance politique, parce que c'est quelque chose qui va caractériser sans doute la vie et l'action de la reine Jeanne, qui est une femme qui, elle, veut régner véritablement. Elle veut son indépendance, donc on la suspecte, peut-être à tort, hein, les sources en tout cas ne permettent pas d'éclaircir la question, d'avoir assassiné ce premier mari, ce qui va bien sûr susciter la colère du parti des Anjou-Hongrie, qui ne pardonneront jamais d'avoir été écartés ainsi de la ligne successorale du précieux royaume de Naples. Parce que le royaume de Naples, c'est intéressant, parce que ça vous offre quand même le titre royal. Alors il y a une deuxième branche qui relève aussi donc de la descendance du roi Robert, qui est les Anjou-Tarente. Alors elle épouse le fils de Philippe d'Anjou, lui aussi petit-fils du roi Robert, comme l'était lui aussi petit-fils du roi Robert son premier mari André. Et ce fils de Philippe d'Anjou est Louis de Tarente. Donc la branche des Tarente est la deuxième branche donc de cette famille d'Anjou. Donc son cousin, et elle l'épouse parce qu'elle veut fuir la colère, bien sûr, du parti des Anjou-Hongrie, qui n'a pas digéré d'avoir été écarté comme ça par l'assassinat qu'elle a peut-être commandité, dit-on, d'André. D'ailleurs, le parti des Hongries se mettent si fort en colère qu'ils envahissent Naples, et ils débarquent une armée, et du coup, ce débarquement va être la cause du départ qui n'est pas définitif, elle reviendra, de la reine Jeanne de Naples vers la Provence, autre état d'Anjou, sur lequel elle règne, et cela sans même pouvoir attendre son mari, Louis de Tarente, qui était censé la protéger. Louis de Tarente qui va finir par rejoindre la reine Jeanne en Provence. La reine Jeanne qui se trouve donc privée concrètement, non pas juridiquement, mais concrètement de son trône napolitain, mais qui va régner effectivement en Provence. Et donc la reine Jeanne règne aussi sur le pays niçois, bien sûr. Et elle va avoir un règne assez indépendant. Où elle va faire preuve d'une grande autorité, voire d'un certain autoritarisme, et il y a sans doute de l'eau dans le gaz entre ce bon Louis de Tarente et sa très indépendante épouse, qui se conduit en véritable chef d'État. D'ailleurs, en 1862, de lassitude peut-être, Louis de Tarente meurt, la reine Jeanne se retrouve de nouveau célibataire et constituant donc un magnifique parti héritière donc des États d'Anjou et du royaume de Naples. Alors il faut bien sûr
de nouveau un époux à Jeanne. Et Jeanne va jeter son dévolu sur un époux espagnol, Jacques de Majorque. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque Jacques de Majorque va se révéler être un époux déséquilibré. Il faut dire qu'il a trempé dans des querelles de succession, parce qu'il n'y a que des querelles de succession à l'époque dans la péninsule, et que son oncle Pierre l'avait enfermé dans une cage de fer pendant 15 ans, donc a priori il n'en était pas sorti indemne, donc il passait pour déséquilibré. Donc exit en 1375 Jacques de Majorque, et là à ce moment-là il va falloir de nouveau prendre un parti. Alors elle va finalement jeter son dévolu sur un prétendant tout à fait incroyable. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau, parce que finalement elle avait dans ces 3 branches de la famille des Anjou, elle a eu d'abord André, donc les Anjou-Hongrie, ça s'est mal passé. Elle a eu ensuite le Tarente, Louis. Ça s'est terminé aussi, et il y avait un 3e parti, les Anjou de Durazzo. Durazzo, les Anjou Duras, et notamment Charles de Duras. Mais elle ne choisit pas Charles de Duras, alors que ça aurait été peut-être un choix logique, et elle va épouser un certain Othon de Brunswick, qui est un condottière, c'est-à-dire un chef de guerre, hein, qui l'a déjà aidé par le passé. Clairement, elle écarte ainsi Charles Duras de la succession. Charles de Duras qui ne renonce pas à sa prétention à épouser Jeanne. Alors bien sûr, on ne va pas parler de passion, d'amour, ce genre de choses, hein. On parle bien sûr, on est bien d'accord seulement de politique. Et Charles Duras redoute quand même que cette Jeanne finisse un jour par avoir un héritier, et que cet héritier vienne du lit d'Otto de Brunswick, ce qui bien sûr mettrait fin à ses prétentions. Alors finalement les choses vont virer à la guerre civile à partir de 1381. Pourquoi ? Parce que elle n'a pas d'enfant avec Othon de Brunswick, et Othon de Brunswick ne peut bien sûr pas prétendre au trône d'Anjou, au trône de Naples, donc il va falloir qu'elle finisse par choisir quelqu'un, vraiment définitivement, comme héritier. Marie Lingin, héritier. Alors comme héritier, il y a toujours les Duras qui espèrent faire appel à eux. Alors finalement, elle va se retourner vers la branche majeure de la famille d'Anjou. Elle choisit Louis d'Anjou, qui n'est pas n'importe qui, hein, qui est le frère du roi de France, de Charles V, comme héritier pour lui succéder et pour reprendre ses états. Alors bien sûr, ça met en transe le clan des Duras, qui espérait enfin que son heure était venue. Donc le clan des Duras qui va s'emparer de Naples. Donc Charles Duras, alors vous allez voir, parce que ça, on va arriver vraiment dans le comté de Nice, mais il fallait expliquer tout cela auparavant. Et donc Charles de Duras va s'emparer donc de Naples, où il se fait proclamer roi. Donc on parle désormais de Charles III de Naples, mais c'est le même, c'est Charles de Duras. Là par contre, Jeanne se retrouve captive de Charles III de Duras à Naples. Donc elle est enfermée à Naples, et les Duras sont véritablement perdus patience à force d'attendre notre amie Jeanne, et du coup ils commettent l'irréparable. En 1382, ils exécutent Jeanne, qui a été détenue au château, dans la forteresse de Luovo, qui se trouve à Naples, à l'entrée dans le quartier du Posillipo. Donc excite donc la reine Jeanne. Mais la guerre civile commence à ce moment-là. La guerre civile commence entre 2 partis, donc les carlistes, ils appellent les carlistes parce que c'est les partisans de Charles de Duras, Charles III de Naples, son fils, Ladislas, qui succédera d'ailleurs à Charles III de Duras comme roi de Naples, sous la régence de Marguerite, sa mère. Alors, dans la Provence, il faut prendre parti entre ce parti-là, le parti des carlistes, et puis le parti, en quelque sorte, légitimiste des Angevins de Louis, donc ce frère de Charles V de France, le choix, en fait, historique de Jeanne. Louis qui meurt d'ailleurs en 1384, mais en même temps, ça va être sa femme, la régente Marie de Blois, qui va reprendre les intérêts de cette branche de la famille, mère d'un petit Louis II, donc,
qui va prétendre donc le petit Louis II au nom de sa mère Marie de Blois, hein, et donc de son père Louis qui avait été choisi par Jeanne, eh bien représente l'autre alternative. Donc on a d'un côté les napolitains, en quelque sorte, hein, les carlistes, et puis et les Duras, et puis de l'autre côté la lignée angevine française, hein, des Louis, et puis ensuite son fils Louis II. Hein, alors et représenté par la régente Marie de Blois. Alors, il faut faire un choix. Un certain nombre de villes de la Provence, des États de Provence à l'époque, choisissent, soucieuses donc du sort réservé donc à la reine Jeanne, vont faire un choix, tandis que d'autres villes vont faire un choix opposé. En ce qui concerne la ville de Nice choisit le parti carliste. D'accord ? Et toutes les villes ne font pas le même choix. Marseille, par exemple, va choisir Anjou parce qu'elle espère faire une bonne affaire commerciale en profitant de la volonté donc de ce parti des Anjou, ce parti français en quelque sorte, décide de reprendre par la force ce qu'il estime comme étant son bien, en affrétant des navires, opération commerciale dans laquelle les Marseillais avaient beaucoup à gagner. Donc s'engage une guerre civile confuse entre les carlistes, représentés par ce qu'on a appelé l'Union d'Aix, on les appelle les unionistes, parce que d'autres cités unies autour d'Aix ont fait le choix donc ce parti carliste et le parti des Anjou de Louis. Alors cette guerre civile, elle se résume à extrêmement complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a énormément de combats hein, en Provence, et on s'attaque en fait de ville à ville, de commune à commune, en fonction des allégeances des uns et des autres. Nice attaque ainsi Antibes et Vence, alors que les Grassois attaquent Nice, enfin bon, c'est quelque chose d'assez complexe, une période de dévastation et de guerre civile. Cette guerre des régences, hein, cette guerre entre les unionistes et les Anjou, va tourner à l'avantage des Anjou, à l'avantage de Marie de Blois, qui va finir par reprendre Naples. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que Nice a fait un autre choix. Nice a fait le choix des carlistes, et ce choix des carlistes n'est pas le bon choix. Nice avait choisi le parti qui, au final, va finir par perdre. Alors, c'est alors que va intervenir dans cette série d'épisodes, vous l'avez compris, assez complexe et que j'essaie un petit peu laborieusement de simplifier, les seigneurs de Beuil, donc Jean Grimaldi, qui parvient à se faire nommer gouverneur des terres de Provence, rester fidèle en fait au parti carliste, et notamment des vigueries, puisque c'est ainsi qu'on désignait les subdivisions administratives de cet espace provençal, du futur comté de Nice, hein, c'est-à-dire du pays niçois, mais on ne parle pas encore de comté de Nice. Et Jean Grimaldi sait que la situation de Nice est désespérée. Louis II est entré dans Aix, donc exit la fameuse union d'Aix qui avait supporté la cause des Duras. Il faut dire aussi que Charles de Duras est mort lui aussi en 387 en Hongrie, où il a été massacré. Et donc Nice fait les frais de cette obscure querelle de succession, et on le comprend, d'une sorte de conflit majeur à l'échelle de l'Europe et de la Méditerranée, si on y réfléchit bien, vu que ça va impliquer des contrées diverses et variées, qui est le conflit de la succession de la maison d'Anjou, où se trouve impliquée la Hongrie, Naples, la Provence, etc., etc. Et Nice a choisi en fait le mauvais parti. Et la situation de Nice est totalement désespérée, puisque l'armée des angevines s'apprête à fondre sur les vigueries du pays niçois. Et c'est à ce moment-là que les Niçois ont une idée totalement désespérée.
échapper au pillage ou aux destructions qui pourraient suivre une défaite qui est inéluctable, puisqu'ils n'ont plus personne, ils n'ont qu'eux-mêmes pour se défendre, en se donnant politiquement à une tierce puissance. Alors cette tierce puissance, on le sait, ce sera la Savoie. Encore faut-il revenir quelques instants sur la situation, sur ce qu'est la Savoie et la situation de la Savoie. Donc au moment des événements dont on est en train de parler. La Savoie, capitale Chambéry à l'époque. Alors c'est l'ancien comté du Saint-Empire germanique, qui regroupe donc les territoires de l'Est de l'héritage carolingien. C'est la Savoie et le Val d'Aoste essentiellement qui sont le creuset. Il en reste encore quelque chose, puisque le Val d'Aoste est une région francophone, vous le savez, qui est le creuset de ces états de Savoie. On a des seigneurs de Savoie qui sont identifiés depuis assez longtemps. À partir du XIIe siècle, ils acquièrent une certaine importance historique. On a Amédée II, Humbert Ier, et qui vont commencer, ils sont connus, à engager une politique européenne, comme l'ont fait les Anjou, alors avec moins de succès d'ailleurs, qui consiste à essayer de tisser des liens matrimoniaux, comme toutes les dynasties du Moyen-Âge, mais également à se mêler à la grande affaire de cette époque-là, quand on y réfléchit à deux fois, qui est bien sûr la croisade. Leur but, c'est de sortir de leur giron montagnard, la Savoie et le Val d'Aoste, pour dominer les terres plus fertiles, beaucoup plus riches et beaucoup plus prometteuses du Piémont. Le Piémont et notamment Turin. Alors c'est fait dès 1280 où le marquisat de Turin est acquis par la dynastie savoyarde face à ses ennemis. Alors les ennemis qui essaient de contraindre et de contenir l'expansion de la Savoie donc vers le sud et vers l'est, autrement dit vers la plaine du Pô, sont des petites puissances locales d'Asti, de Saluzzo, Salus et du Montferrand. Alors on a un prince qui va se révéler particulièrement important. En fait, on a trois princes qui vont succéder, qui seront des princes importants sur le trône à la tête en fait des États de Savoie. Ce sont les Amédées 6, 7 et 8 dont il va être question. Alors notamment Amédée 6 par la durée de son règne importante, 1343-1383, c'est un règne très important, qui va régler un certain nombre de différends avec la France, puisque la Savoie est frontalière du royaume de France, qui va réussir à réunifier les deux branches des États de Savoie, à savoir la Savoie d'un côté, le Piémont de l'autre, qui va aussi un temps s'allier à Charles d'Anjou. Ils vont même aider Charles d'Anjou dans son opération de récupération du royaume de Naples. Il va mener la guerre contre les petites principautés du Bas-Piémont, Cuneo, Fossano, Savigliano, les territoires encore indépendants, ce qui lui permet d'amener la frontière de ces États de Savoie sur le col de Tende, autrement dit au contact des vigueries du pays niçois, qui sont en 1383, au moment de sa mort, en proie aux affres de cette guerre civile de succession de la reine Jeanne, de la grande guerre civile des Anjou. Lui succède Amédée VII. Alors Amédée VII, c'est quelqu'un d'important, 1383-1391. Amédée VII, c'est lui qu'on appelle le comte rouge. Alors c'est un comté, la Savoie, et il ne va pas tarder à devenir un duché au siècle suivant, à monter en grade en quelque sorte. Ce comte rouge, alors on se perd en conjecture sur l'origine de la couleur rouge. Alors, on sait qu'il s'habille en rouge, mais en faisant un petit peu des recherches, et même si je ne suis pas spécialiste de cette question-là précisément, l'histoire du Moyen-Âge, eh bien on s'aperçoit qu'on trouve facilement une bonne demi-douzaine d'hypothèses sur le rouge. Donc, Grimaldi est l'administrateur donc de ces vigueries du comté de Nice et du futur comté de Nice, du pays niçois, pour le compte du parti des Duras, qui est en pleine déconfiture. Alors il est en pleine déconfiture puisque Charles III, les Duras ne peuvent pas venir. Charles III de Duras est mort en 1387 et le fils Ladislas ne peut même pas venir en aide aux Niçois puisqu'il a lui-même été chassé de Naples par une révolte. Enfin bref, pleine déconfiture du parti des Duras. D'ailleurs, Ladislas signifie aux Niçois, et ça c'est important, Ladislas signifie aux Niçois qu'il les délie en quelque sorte de leur serment d'allégeance, qui remonte à l'union d'Aix, qui était le serment d'allégeance d'un certain nombre de cités de la Provence, donc au parti des Duras. Donc Ladislas
Duras reconnaît qu'il ne peut pas venir en aide à ces Niçois, et donc il leur dit, en gros, faites ce que vous pouvez pour vous sauver. Voilà, il leur donne le sauve qui peut, les femmes et les enfants d'abord. Donc Jean Grimaldi, qui s'était donc rapproché du comte rouge, va prêter hommage à Amédée VII et s'engage à lui remettre les vigueries de Nice, Puget-Théniers, Barcelonnette et Lantosque, qui forment le cœur de ce qu'on appellera plus tard le comté de Nice. Amédée reçoit la dédition de la commune de Nice le 28 septembre 1388, donc c'est une date repère dans l'histoire de notre comté, donc la sortie de la Provence, pour l'entrée durable, vous savez tous jusqu'en 1860, dans le giron des États de Savoie, futur royaume de Piémont-Sardaigne. Cette édition se fait sur un lieu très symbolique, un lieu de pouvoir essentiel du comté de Nice dont on a déjà parlé, dont on a déjà signalé l'importance remontant à l'époque carolingienne, et même sans doute avant. L'abbaye de Saint-Pons, origine en tout cas de l'époque carolingienne, l'abbaye de Saint-Pons. Alors que l'armée des Anjou, l'armée du parti concurrent, campe à Saint-Paul-de-Vence. Donc on fait ça vraiment sous la pression. Cette édition est suivie par celle des autres vigueries que je vous ai citées à l'instant. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, et qui n'a pas toujours été vraiment signalé, c'est qu'à la base, c'est une édition provisoire au nom de Ladislas, donc l'héritier, le tout jeune héritier des Duras, qui se fait pour 3 ans. Si le parti des Duras, enfin on ne voit pas techniquement comment ce serait possible, Ladislas il a même dû fuir Naples, le papa Charles III il est mort. Bon. Si Ladislas ne parvient pas à récupérer son bien, le transfert sera définitif. Ça c'est déjà vu dans l'histoire, c'est comme ça que ça a fonctionné lorsque Gênes a abandonné la Corse à la France. C'était en théorie provisoire le temps que la France établisse l'ordre. Donc la République de Gênes devait ensuite financer la reprise en main, et pour récupérer l'île, tout le monde savait que les Génois n'en avaient pas les moyens. Là c'est un petit peu pareil, tout le monde sait que le parti des Duras n'a pas les moyens de récupérer ces États. Donc tout le monde sait qu'il s'agit d'une édition provisoire fictive. C'est un véritable changement d'allégeance effectif. Ce qui fait que, voilà, désormais les Angevins, cette branche en tout cas de la famille des Angevins, des Anjou proches du roi de France, donc de Louis II, a repris totalement le contrôle de la Provence, de l'ensemble de la Provence, sauf bien sûr du pays niçois. Alors, les Grimaldi ont une idée derrière la tête. Ils espèrent pouvoir continuer à jouer le rôle de suzerain du pays niçois, rôle que leur avait confié Marguerite de Duras au nom de Ladislas, auprès de la nouvelle puissance tutélaire, c'est-à-dire auprès des Savoies. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Ils ne conserveront pas Nice ou les États niçois, les pays niçois, en bien propre. La fonction de gouverneur, en quelque sorte, va passer aux Savoyards. D'ailleurs, les Grimaldi vont résister, vont mener 4 ans de guerre totalement stérile jusqu'en 1400, avant de se rendre compte que de toute manière, c'est fait, c'est Nice maintenant, c'est la Savoie, point barre, et directement la Savoie. Il faut attendre 1419 pour que par traité, mais bon, l'histoire retenue à juste titre, 1388 et pas 1419, 1419 ne faisant qu'entériner la situation héritée de 1388, il faut attendre 1419 pour que, par traité, l'Anjou reconnaisse officiellement la cession de ce qu'ils appelaient eux les terres neuves de Provence à la Savoie. Alors on revient à la question qu'on avait posée, est-ce qu'on a affaire à une succession d'événements historiques qui montrent la volonté, somme toute, des Niçois d'échapper au giron de la Provence, ou est-ce qu'il s'agit d'un accident de l'histoire? Il s'agit assez sûrement d'un accident de l'histoire. Je veux dire, sur la dernière partie, notamment dans le courant du XIVe siècle, Nice avait fait allégeance, avait fini, ça c'était pas fait au début, on le sait, Nice a longtemps été une rebelle de la Provence, puis Nice avait fini par se montrer fidèle et loyale sujette de la Provence et de la maison d'Anjou. Donc finalement il a fallu cette guerre civile dont les tenants et les aboutissants échappent totalement à la volonté des Niçois, un choix politique malheureux, mais bon, personne ne pouvait juger de ce choix. Le parti des Duras paraissait quand même malgré tout solide, il était établi à Naples, etc. Pour finalement que le comté de Nice, le futur comté de Nice, échappe donc à la Provence et inscrive son destin avec la Savoie.
Alors justement, dans la deuxième partie de cette quatrième leçon, nous allons parler un petit peu de la situation de ce comté de Nice, de ce futur comté de Nice, de ces États, de ces Terre-Neuve de Provence, de ce pays niçois, au sein de cette nouvelle entité qui règne sur ces territoires, la Savoie. Alors d'abord, on peut noter que dans un premier temps, il y a un véritable essor communal pour la cité niçoise. La cité niçoise qui se signale quand même malgré tout comme étant une ville demeurée assez pauvre. Alors ce qui a attiré bien sûr les appétits prédateurs du Comte Rouge, c'est que le fait que Nice se soit donné à la Savoie permet aux États de Savoie de franchir le col de Tende et d'avoir enfin un débouché sur la mer, puisque la Savoie était un État totalement enclavé jusqu'à présent. C'est ça la seule richesse véritable que les États, les pays du comté de Nice, futur comté de Nice, ont à offrir en fait à la Savoie. Parce que pour le reste, Nice n'est pas un pays très riche. On a des drapiers. On a une perception des taxes maritimes malgré tout. Alors attention, on ne parle pas encore, il n'y a pas encore le port Olympien. Le port, c'est des ponchettes, on tire des barques. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas là à faire ni au port de Marseille ni au port de Gênes. On va faire véritablement un tout petit établissement portuaire avec quelques taxes maritimes. On a un petit peu de pêche, bien sûr. On a de l'agriculture. C'est essentiellement cette agriculture qui fait vivre le comté. On a bien sûr un petit peu d'artisanat, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a une forte dépendance alimentaire et on a une forte dépendance aussi en sel. Donc c'est pas une ville bien riche, c'est une ville stratégique parce qu'elle est sur la mer, elle offre un débouché, mais c'est pas une ville riche. Alors on a une ville qui, on l'avait déjà signalé précédemment, qui déborde de plus en plus dans le courant du XIVe et du XVe siècle de la ville haute, c'est-à-dire sainte dans l'enceinte historique du château, qui elle-même est sise sur l'enceinte historique de la cité antique, et bien qui déborde de plus en plus sur la ville basse, en direction du Paillon d'un côté, ou en direction de l'autre, de la place de Beauté et de la place Garibaldi. Mais surtout, bien sûr, en direction du Paillon. Alors, c'est pas une ville qui va être très très peuplée. Vers 1492, au moment où Christophe Colomb met un orteil en Amérique, bien on estime que on a affaire à une ville d'environ 15 000 habitants, ce qui n'est pas énorme pour l'époque. Alors il faut comprendre que, comme j'avais déjà signalé la dernière fois, le XIVe siècle a été compliqué, parce qu'on a eu d'abord la Grande Peste, qui a effacé quasiment un siècle de croissance démographique, et puis on a eu quand même aussi cette terrible guerre civile qui a ensanglanté la Provence. Donc, tous ces événements n'ont pas été favorables à une croissance économique. L'ancienne noblesse provençale, les caïs et les blacas par exemple, est exilée. On a la promotion d'une nouvelle bourgeoisie locale qui va être adoubée par les familles d'origine savoyarde, les Boriglione, les Galeani. Et puis la ville de Nice se signale également particularité par l'accueil d'une importante communauté juive, sise à Olympia, qui est reconnue officiellement, statutairement au tout début du XVe siècle, vers 1405-1406, la date est à vérifier, et qui, à partir de 1448, sous la pression du pape, et c'est une décision d'Amédée VIII, sera enfermée dans un véritable ghetto, au sens de quartier fermé, dans lequel on enferme la communauté juive, donc sous la pression papale. Donc le quartier, les juifs sont enfermés sur ce qui est aujourd'hui la rue Benoît Bunico, donc le ghetto juif. Alors, en même temps, on a une véritable indépendance communale à Nice, on le sait, c'est un héritage, même si les Anjou avaient véritablement, politiquement obtenu la loyauté et l'allégeance de la commune niçoise, mais on a une véritable tradition d'indépendance communale, pour lesquelles les Niçois avaient vraiment lutté dans les siècles précédents. Alors une indépendance communale forcément qui est remise en question par l'arrivée de nouveaux maîtres. Malgré tout, c'est en 1431 que pour la première fois le blason de Nice est attesté avec 7 aigles rouges, donc l'aigle du comte rouge d'Amédée VII. On parle souvent de cette rébellion de 1436 qui est une rébellion qui a été sauvagement réprimée quand même par les autorités savoyardes, mais il s'agit sans doute davantage d'événements concernant la sphère sociale et
donc les classes prolétariennes, hein, les basses classes de la ville, en rébellion, comme on peut l'observer régulièrement dans la dynamique en fait politique des communes italiennes. En 1492, malgré tout, on a l'octroi d'une charte communale, donc qui façonne de nouveau les statuts communaux avec des syndics. 4 syndics qui représentent en fait les 4 collèges d'électeurs, donc les 4 collèges d'électeurs que sont les nobles, les marchands, les agriculteurs et les artisans. On a un gouverneur de ces fameuses terres neuves de Provence qui sont l'appellation officielle de ces vigueries et sous-vigueries. Donc on a de fait des viguiers et des sous-viguiers, 4 viguiers et des sous-viguiers. Et pour les villages, on a des castellans, donc se met en place véritablement le maillage d'une administration prémoderne liée aux États de Savoie. Qu'en est-il, question intéressante, question fascinante, maintes fois débattue, de l'appellation de comté de Nice. Le terme de comté de Nice, il faut savoir, est purement administratif, tout simplement parce que ça permet d'éviter les périphrases que l'on utilise et qui sont très longues et fastidieuses pour désigner ces 4 vigueries. C'est-à-dire les terres neuves de Provence, les terres adjacentes de Provence. Donc on parle par souci de concision de comté de Nice. L'appellation populaire en fait, c'est pas une appellation. Mais elle va devenir officielle, elle sera officialisée, elle apparaît sur les premiers documents en 1422, première occurrence du terme comté de Nice, occurrence écrite. Et finalement, bien c'est l'habitude qui fait le fait, et qui fait le droit. Puisque en 1526, la chancellerie savoyarde entérine l'appellation officielle de comté de Nice pour désigner l'ensemble de ces territoires. En tout cas, peu importe, au XVe siècle, quel que soit son nom, un pays niçois véritablement administratif et, oserions-nous dire, national, a émergé. Parlons justement de cette culture niçoise qui va s'intégrer à la Renaissance, parce que si on peut parler d'une culture niçoise, on peut parler effectivement peut-être d'une nation niçoise. Alors oui, d'une nation niçoise qui s'affirme et qui s'affirme culturellement au XVe siècle, parce que de ces terres de Provence, Nice a toujours, dans ces cœurs de ces terres de Provence, Nice a toujours joué un rôle particulier, en résistance. C'est les dernières vigueries qui contestent encore la suprématie angevine de Louis au moment de la guerre civile jusqu'en 1388. Ce sont les dernières vigueries à être encore fidèles au parti des Duras. On a une spécificité clairement historique du comté de Nice. On a traversé des événements communs, ça forge une culture, une mentalité commune. Ça forge aussi une langue commune, puisque si on parle du niçois, alors le niçois il n'émerge pas comme ça tout armé de la cuisse de Jupiter, il y a sans doute une évolution linguistique lente, une maturation particulière forgée à la fois par l'isolement géographique et par les liens culturels avec les provinces adjacentes. En tout cas, on a le Compendium de l'Abaco, qui est le traité de mathématiques de François de Costa di Peos, qui est publié en 1492 et qui représente le premier texte en niçois imprimé. Donc à partir du moment où on a le niçois imprimé, on peut dire qu'on a un puissant soutien à la notion de culture niçoise. Pour la Socade, pour la Pissaladière, c'est un peu moins bien documenté. En ce qui concerne l'art, on a les Bréas, Canavesio, des primitifs niçois qui s'ancrent véritablement dans la Renaissance, dans la Renaissance italienne, et qui montre véritablement que, quelque part, si la ville de Nice se trouve de l'autre côté de la crête frontière des Alpes, culturellement, elle regarde clairement, si ce n'est linguistiquement, du côté de l'Italie et de Turin. La Savoie, elle, et je finirai là-dessus pour faire la transition avec notre prochaine leçon, la leçon 5, qui nous amène à l'époque de la moderne, des mutations de la cité baroque, entre le début du XVIe siècle et 1792, où la France va entrer de plein pied dans l'histoire savoyarde. Eh bien, la Savoie connaît
des cycles de grandeur et de décadence tout au long du XVe siècle. D'abord, grandeur, 1416, l'empereur Sigismond, puisque c'est une terre d'empire, je parle du Saint-Empire romain germanique, eh bien, fait Amédée VIII duc de Savoie, donc on monte en grade. Voilà, donc on passe de comte à duc. Après, il fallait devenir roi, et c'est ce qui sera fait au XVIIIe siècle. Donc, duc de Savoie, et cet Amédée VIII va avoir une politique importante, c'est un prince brillant, annexion au Piémont de Versailles, unité législative avec la première série des statuts qui seront adoptés par les États de Savoie puis du Piémont, statut de 1430, et cet Amédée VIII, il a un destin tout à fait particulier, parce qu'il va être appelé encore à de plus importantes fonctions. Alors vous allez me dire empereur, non, ça c'est chasse gardée allemande quand même, faut pas exagérer, mais peut-être encore plus élevé qu'empereur, pape. Voilà. Donc il est élu pape en 1439, il laisse des États qui sont quand même encore marqués par la dualité Savoie-Piémont, mais qui sont des États unifiés, et pays niçois, Terre-Neuve de Provence, entité périphérique. Mais après cet Amédée VIII, on a une lente décadence quand même, avec des souverains soit faibles, soit dégénérés, avec des complots, des régences extérieures, on passe les épisodes, des guerres malheureuses contre Salus. Alors ça déjà, ça montre la faiblesse des États de Savoie dans la deuxième partie de ce XVe siècle, ou plus compréhensible, contre la puissance montante de Milan. En tout cas, en 1494, au passage des troupes de Charles VIII, roi de France, eh bien, le duché de Savoie est carrément rançonné, et la France commence à mettre clairement un pied en Italie. C'est les fameuses guerres d'Italie, et la France va avoir les yeux tournés politiquement, économiquement, parce que l'Italie c'est plus riche à l'époque, et culturellement, parce que s'il n'y avait pas eu l'Italie, il n'y aurait pas eu la Renaissance en France, il n'y aurait pas eu Fontainebleau, il n'y aurait pas eu le Château de la Loire. Dans l'Italie, sphère culturelle à laquelle, et politique à laquelle appartient clairement désormais le comté de Nice. Mais ça c'est une autre histoire que nous verrons dans notre leçon suivante, Nice à l'époque moderne, l'imitation de la cité baroque. Hola, mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io tiu tan ric de cor, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or, tu giù e canterai, su tali tiu tunera, la tiu mar d'azur, li tiu